On va tout de suite donc commencer à partager une première expérience passionnante dans le domaine de la culture et du patrimoine. Elle concerne le théâtre antique d'Orange et des méthodes de calcul pour l'archéologie. On se régale d'avance. J'ai invité à me rejoindre Emmanuel Rosso, qui est professeur à Sorbonne Université, et son collègue, également professeur à Sorbonne Université, Pascal Fray, qui est directeur de l'ISCD, c'est l'Institut des sciences du calcul et des données. Bienvenue à tous les deux. Question de journaliste, faites-vous un petit peu le pitch. Qu'est-ce que vous faites dans vos spécialités respectives? Emmanuel. Alors moi, je suis spécialiste d'histoire de l'art et d'archéologie du monde romain, et plus spécifiquement des questions d'architecture et d'art figuré. Dans le domaine de la recherche, je m'intéresse surtout au rapport entre image et politique, image et religion, et tout ce qui concerne la culture des images en Antiquité. Ah, effectivement, à Orange, il peut y avoir 2 ou 3 choses à étudier de ce point de vue. Et vous, Pascal Fray? Alors moi, je suis mathématicien, membre du laboratoire d'analyse numérique qui s'appelle Jacques-Louis Lyons, à Sorbonne Université, qui appartient à la faculté des sciences et d'ingénierie. Et mon domaine, ce sont les mathématiques appliquées. Et les mathématiques appliquées, ça s'intéresse, comme leur nom l'indique, à l'application des connaissances mathématiques à tout un tas de champs disciplinaires. C'est ça leur originalité. Donc je suis plus spécifiquement spécialiste de calcul scientifique, de modélisation, de simulation numérique. Et je m'intéresse à, disons, toutes les applications potentiellement qui peuvent mélanger théorie et pratique, où elles se nourrissent mutuellement. Alors, 2 chercheurs éminents, mais dans des domaines bien distincts. Donc, j'aimerais savoir comment la rencontre s'est-elle opérée. Comment est-ce qu'à un moment, des trajectoires voilà, très claires, très nettes, mais très distinctes, encore une fois, finissent-elles par converger? Ça se fait comment? Je vais commencer par répondre, mais en fait, ça part d'une interrogation, ça se nourrit par des questions. Et une des questions qui m'habite, c'était comment préserver, disons, sa culture scientifique tout en favorisant des aventures extradisciplinaires. Donc, comment justement aller à la rencontre des disciplines en qualité de mathématicien? Pour ça, il suffit de les rencontrer, ses collègues, il suffit d'échanger, de partager nos soucis scientifiques, nos préoccupations, nos problèmes, puisque pour un mathématicien, ça se formule en termes de problèmes. Et de ces rencontres peuvent naître un intérêt réciproque, mutuel, des échanges. Donc l'occasion, elle s'est plus spécifiquement présentée à l'occasion de ce qu'on pourrait appeler un speed dating à Sorbonne Université. Je vais laisser... il y a des speed dating pour chercheurs, donc voilà. Exactement. Je le découvre. J'aimerais bien être la petite souris dans un speed dating comme ceci. Et ça fonctionne comment, ces speed dating? C'était à l'occasion dans le cadre de la Commu Sorbonne Université, alors au pluriel. C'est en 2015. Ça veut dire quoi, Commu? Vous pouvez... C'est la communauté des universités qui allait constituer ensuite Sorbonne Université. Et c'était donc en 2015. Et à l'occasion, plus spécifiquement, d'un appel à projet qui était bien nommé, puisqu'il s'appelait Convergence, et qui était destiné précisément à rapprocher, à susciter des collaborations entre des chercheurs en lettres et en sciences en particulier. Mais disons que c'était transdisciplinaire au sens large du terme. Si vous me permettez une petite précision, de vous demander une petite précision, cette dimension interdisciplinaire, on cherche à la développer ces dernières années, ça s'intensifie? Oui, elle est encouragée, elle est suscitée, encouragée, et on y répond évidemment favorablement. Alors maintenant, on va essayer de mieux comprendre peut-être sur quoi porte votre projet. On me parle d'archéologie numérique, alors là je vais jouer mon Michel Sauvalet. L'archéologie numérique, comment ça marche? Alors effectivement, c'est un projet d'archéologie numérique et de reconstitution virtuelle qui porte sur un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le théâtre antique d'Orange. C'est un monument qui a été construit il y a 2000 ans, mais que vous connaissez sans doute mieux parce qu'il est le cadre aujourd'hui du Festival d'art lyrique des Corégies. C'est l'un des 3 édifices de ce genre les mieux conservés au monde. Mais c'est trompeur parce qu'en réalité, on ne possède aujourd'hui que l'armature en calcaire d'un monument qui, à l'origine, était recouvert de marbre, de statues, de plaquages, de reliefs. Et ces reliefs et tout ce décor ont été conservés, on en a des milliers de fragments. Et c'est par un gigantesque puzzle tridimensionnel qu'on a amorcé avec l'ISCD le tournant numérique dans l'étude de ce théâtre antique. Et le premier projet s'appelait Numéro, ce qui était évidemment un clin d'œil aux maths, mais qui était aussi une référence à la numérisation par photogrammétrie des fragments de décor, qui nous aidait à recomposer le décor et à le replacer virtuellement sur le monument. Après cette première expérience, qui avait été concluante, on a décidé d'élargir la perspective et d'envisager le théâtre non plus seulement comme un écrin architectural, mais aussi comme un monument de spectacle vivant. Et pour ce faire, on a voulu essayer de reconstituer l'expérience sensorielle en fait,
d'un spectateur de l'Antiquité qui était placé dans des conditions extrêmement différentes de celui des Corégies d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on voulait restituer avec notre travail. Ce second projet, qui s'appelle Sonate, prévoyait en fait une double modélisation, une modélisation de l'architecture et une modélisation du son. Et l'équipe a donc été élargie à des acousticiens, des historiens du son et des designers 3D. Alors pour évaluer ces propriétés acoustiques du monument, il a fallu restituer des éléments architecturaux, scéniques, qui ont disparu parce qu'ils étaient dans des matériaux périssables et qui changeaient complètement l'aspect du monument. Premièrement, une toiture qui couvrait la scène elle-même, son plancher, le rideau de scène, un vélum, c'est-à-dire un voile qui recouvrait les gradins. Tout cela a disparu, mais tout cela est extrêmement important pour la propagation du son. Donc on avait besoin d'une maquette, non pas du monument existant, qui est mutilé quand même, mais d'une maquette numérique du théâtre restitué dans toutes ses dimensions. Et on a donc développé en parallèle un outil de mesure acoustique ad hoc, un outil spécialement conçu pour le projet, qui permettait de mesurer la propagation des sons et leur réverbération en fonction des matériaux. Et pour présenter les résultats, on a choisi de réaliser un film d'animation qui présente les préparatifs d'un spectacle qui associe un acteur et un musicien entrant sur scène. Donc ça, c'était le pitch en quelque sorte de notre film. Alors pour la partie musicale, on a fait appel à un spécialiste de musique antique qui a enregistré ici à Sorbonne Université en chambre sourde, parce qu'il y a ça aussi dans les murs de Jussieu, qui a enregistré des morceaux de musique vraisemblables, parce qu'on n'a pas de partition antique malheureusement, à partir de facsimilés d'instruments archéologiques. Donc le résultat a été implémenté dans notre maquette, le son aussi, et on en a un extrait à vous présenter aujourd'hui, avec un petit extrait de vidéo qui devrait pouvoir être projeté. On peut lancer les images qui bougent, qui vont nous rendre tout ça effectivement plus tangible encore. Ça n'est possible que parce qu'on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire non seulement la technologie et les talents mathématiques pour mettre tout ça, pour modéliser tout cela, mais aussi toute l'ampleur des données collectées par les spécialistes d'archéologie comme vous, et je dirais la précision de l'analyse qui a été faite en amont de ce travail de modélisation. Oui, en effet, toutes les parties architecturales sont reconstituées à partir des éléments numérisés. Et puis, on a effectivement la puissance de calcul, d'animation 3D et de calcul acoustique qui nous permet du coup d'avoir un résultat qui soit très intéressant pour une archéologie de la perception, pour une histoire culturelle des sons en quelque sorte. Et c'est là où la double modélisation architecturale et acoustique est particulièrement importante. Et c'est là où l'animation 3D surtout, c'est pas une image fixe, hein. C'est l'animation qui apporte toute sa valeur. Et je crois qu'il y a une étape également importante qui a été la validation scientifique de chaque restitution, c'est-à-dire qu'on boucle la boucle, comme ça, en fin de compte. Oui, tout à fait. De manière interdisciplinaire. À chaque étape, hein, chacune des spécialités, effectivement, apporte sa validation, mais c'est un aspect que Pascal va développer davantage dans la mesure où il est plus spécialiste de la partie qui concerne le calcul scientifique. Ça tombe bien, je voulais retourner vers Pascal, effectivement. En quoi est-ce que c'est un défi particulier pour les équipes de mathématiciens, ou le mathématicien, ou la mathématicienne peut-être, qui a travaillé sur un programme tel que celui-ci? Oui, alors c'est effectivement un défi. C'est un défi pas seulement pour moi, bien évidemment, vous l'avez compris, il y a des équipes derrière. Il y a eu des doctorants, des post-docs, enfin il y a un certain nombre de personnes qui travaillent sur ce sujet. Au-delà de l'aspect restitution, il y a pour nous, en tant que mathématiciens, l'illustration de l'utilité des mathématiques. Ça ne reste pas confiné dans un laboratoire, dans un bureau, etc. Mais ça peut sortir, ça peut aller à la rencontre des disciplines, ça va au-delà également de l'enseignement et de l'avancement de la science ou de la connaissance. Donc il y a vraiment un défi à relever de ce côté-là. Et
dans ce contexte spécifique, les problèmes que l'on a à étudier, à modéliser, sont extrêmement complexes. Ils sont complexes par leur dimension architecturale, ils sont complexes par leur dimension calculatoire, leur dimension modélisation. C'est difficile d'appréhender ce sont des phénomènes qu'on pourrait qualifier de multi-échelles. On va du micro au macro. Vous avez vu, il y a des restitutions du front de scène avec toutes les rendus sur les marbres, etc. Il y a le travail d'acoustique qui est à l'échelle du théâtre global. Donc on peut spatialiser le son. Donc on est très très loin de ce que le mathématicien classique, j'ai envie de dire, manipule quotidiennement, c'est-à-dire il travaille sur un carré unité, un cube unité avec une équation modèle. On change en gros 3 paramètres. Là, on a un problème qui nous est posé, il s'agit de le résoudre. Donc il faut retrousser ses manches, essayer de comprendre les enjeux et essayer de travailler de concert. Ça, c'est le premier truc. Mais par contre, on est animés tous les deux de la volonté, du souhait d'avoir un travail qui est rigoureux. Il ne s'agit pas de faire un film pour faire un film. Ce n'est pas un film d'illustration. C'est vraiment un propos scientifique qui est illustré par ce film. Donc il y a un questionnement scientifique et il y a des éléments de réponse qui sont apportés. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a une estimation de la qualité des résultats qui est fournie avec le livrable, ici par exemple le film ou le rendu des calculs, etc. Ça c'est important. Pour le mathématicien appliqué qui fait de la simulation numérique, ça questionne aussi parce qu'à l'échelle d'un théâtre, il y a évidemment d'énormes données à calculer. On a un petit modèle, mais on fournit une grande masse de données à la sortie sur le son. Et il faut pouvoir calculer ces solutions-là rapidement. La solution d'un problème modèle, c'est la spatialisation du son, donc c'est une multitude de données, des milliards d'inconnus qui ont été résolus, et ça, il faut mettre en place des méthodes de simulation numérique extrêmement performantes. Donc on a aussi progressé à ce plan-là. Voilà. Et puis au-delà de ça, il y a une réflexion qui est de nature un peu plus épistémologique, qui est qu'on a mis en place une méthodologie et qu'au-delà du travail sur le théâtre, on peut maintenant répliquer ça sur d'autres monuments, mais aussi dans d'autres contextes. Donc voilà. Alors, je sais qu'on vous impose une contrainte de temps extrêmement lourde parce que c'est passionnant et puis c'est multidimensionnel, cette aventure. Peut-être, avec un peu de recul, quel regard vous portez sur votre collaboration, un petit rapport d'étonnement ou ce qui a été peut-être le plus délicat à gérer au quotidien? Emmanuel, Pascal? Pour un archéologue, c'est peut-être la gestion de diverses temporalités, si j'ose dire. Alors ça, les diverses temporalités, depuis qu'on parle de ces partenariats, c'est une autre ligne de force de cette journée. Mais allez-y, expliquez-nous la vôtre. Il y a la distance chronologique avec l'objet d'étude, qui est normale, de 2000 ans. Bon, ça c'est acquis par la discipline. Ensuite, il y a l'archéologie, enfin, le temps long de la recherche, parce que le théâtre, il est étudié depuis 150 ans. Et puis, il y a l'accélération de l'informatique et de l'outil numérique qui évolue extrêmement vite et qui est très vite obsolète. Donc, ça nous oblige, nous, à aussi accélérer nos façons de réfléchir. Et pour vous, Pascal, sur ces temporalités? Alors, sur la temporalité, bien évidemment, c'en est une, parce que nous, d'habitude, on est inscrit dans des temps longs en maths. Mais il y a aussi le développement des outils numériques. Ces outils numériques, ce n'est pas seulement un outil à disposition d'un chercheur, c'est aussi une source de questionnement nouveau. Donc il va falloir trouver des solutions nouvelles, d'où l'innovation. Et puis il y a ensuite la mise en place de la méthodologie. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui nous ont nourris et questionnés en permanence, je pense. Et le versant positif de tout ça, qu'est-ce qui vous a rapproché le plus, finalement? C'est une même manière, une même exigence de validation à chaque étape scientifique. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu de problème de dialogue du tout de ce point de vue-là. La rigueur, la méthode. Oui, il y a ça. Puis au plan intellectuel, c'est un intérêt commun pour un sujet de recherche. Donc c'est avant tout la recherche qui nous sert de trait d'union. Et comme disait Proust, ce qui nous rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, mais c'est plutôt la consanguinité des esprits. Alors, au-delà, c'est déjà une remarquable réalisation que vous nous avez fait partager là. Maintenant, les prochaines étapes, les prolongements? Alors, à brève échéance, on a une présentation du film auprès de différents publics, et notamment, il faut voir que ce film était d'abord une des finalités du projet, en quelque sorte un livrable, mais il va devenir maintenant un outil pédagogique, en réalité, un outil de discours, un support de discours, auprès, éventuellement, bien sûr, des étudiants, auprès du public du musée et du théâtre d'Orange, et puis ensuite, on va l'élargir à la communauté scientifique dans le cadre d'une réflexion plus large sur les spectacles romains. Pascal Frey? Un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple restitution sur le théâtre d'Orange, on va élargir ça à d'autres objets, du patrimoine ou d'ailleurs. La même méthodologie, on est en train de le faire à l'ISCD dans le cadre de l'analyse de corpus de texte du projet Encre, l'encyclopédie numérique critique d'Alembert et Diderot, par exemple, que porte Alexandre Guilbeault.
On s'intéresse aussi à la propagation des incendies dans la Rome antique, toujours avec des méthodes de modélisation. Donc voilà, les sujets foisonnent, il n'y a plus qu'à retrousser les manches et à travailler. Et puisque une expérience comme celle-ci est peut-être de nature à susciter des vocations, voilà, de coopération interdisciplinaire, question de journaliste à 2 €, si vous aviez un conseil à partager avec celles et ceux qui voudraient effectivement décloisonner, casser les silos et se mettre à travailler ensemble, ce serait quoi, Emmanuel? À mon avis, il faut essayer de s'efforcer de construire ensemble nos objets d'études et nos méthodes de travail. Pas considérer que chacun reste au chaud, en quelque sorte, dans son champ de compétences et va apporter une expertise et un regard extérieur. Vraiment, c'est une co-construction de l'objet lui-même, en fait. Pascal? Oui, ça questionne aussi l'universitaire, c'est-à-dire que nos universités sont construites comme des silos verticaux, des silos disciplinaires. Ces projets-là introduisent de la transversalité. La position horizontale est toujours la meilleure, en fait, pour réfléchir. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Mais il y a aussi derrière, pour le formateur, pour l'universitaire, la possibilité de créer des nouveaux cursus, de faire émerger des champs. Les humanités numériques sont apparues dans notre milieu très, très récemment. C'est pas du tout formalisé et c'est très difficile. Donc c'est exigeant pour des jeunes de s'engager sur une route comme celle-là, qui est sinueuse. Et puis ensuite, le dernier truc, c'est de favoriser par tous les moyens la curiosité intellectuelle. Ça, effectivement, on est assez fort en la matière dans cette grande et belle maison. Merci infiniment de nous avoir fait partager cette expérience aussi innovante que passionnante.